Stylé, c'est la nouvelle émission de Décodeur. Je m'appelle Hortense Leluc, je suis journaliste déco et dans Stylé, vous entendrez une personnalité qui n'est pas forcément du monde de la déco, contrairement à tous mes invités jusqu'à maintenant, mais qui a du style. Quelqu'un qui nous inspire, qui nous influence et ensemble, on va entrer chez elle de manière fictive et déambuler pièce par pièce pour en savoir plus sur ses goûts et son univers. Une immersion dans un intérieur au sens propre comme au figuré. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains et même les précédents puisqu'il y a plus d'une centaine d'épisodes en ligne, que ce soit sur les tendances déco, les actus, les conseils pratiques et bien sûr avec plein d'invités passionnants. Vous pouvez aussi suivre les aventures de Décodeur sur Instagram. D'ailleurs, quand vous partagez l'épisode en story ou que vous m'écrivez des messages, il n'y a rien qui me fait plus plaisir. Merci beaucoup d'être là et bonne écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très contente de rencontrer Caroline de Benoît dont j'aime beaucoup l'univers coloré, à la fois raffiné et chatoyant. Caroline a lancé sa marque de bijoux haute fantaisie, comme elle aime le dire, il y a 6 ans. Ils sont fabriqués avec amour en Inde, un pays qui l'inspire plus que jamais. Son goût pour les jolies tables l'a ensuite amené à développer non seulement des collections d'art de la table, de linge de maison, de linge de table et même des vêtements, mais aussi un livre, Colorissima, dans lequel Caroline nous propose d'imaginer des décors de table autour des couleurs. Des tables décomplexées, audacieuses, auxquelles elle associe des recettes dont les photos sont aussi gourmandes qu'inspirantes. Le livre, je l'ai feuilleté pendant des heures. Bref, une addiction à la couleur dont on va largement parler. Bonjour Caroline. Bonjour Hortense. Alors, avant de commencer l'épisode, il faut que je vous dise qu'on enregistre dans un contexte très particulier. Nous sommes au Club Med de Serre-Chevalier dans le cadre du Podcast Club. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la première édition avait eu lieu l'année dernière à La Rosière et cette fois, c'est le Club Med de Serre-Chevalier qui se transforme en studio de podcast géant. Nous sommes une douzaine de podcasteurs ici avec nos invités à 1400 mètres d'altitude et entre 2 pistes, 3 brasses et plein de super bons moments de partage entre nous. On enregistre chacun notre épisode. Alors vous qui aimez la déco et les jolies choses, faut que je vous dise que le resort est flambant neuf. Il a réouvert mi-décembre après 8 mois de travaux. Sa déco est exactement ce qu'on attend quand on vient à la montagne, cet esprit chalet, ultra chaleureux avec beaucoup de bois et tous les codes traditionnels, mais complètement repimpé par la couleur, des couleurs franches, plein de grands motifs très assumés, ce qui va donc apporter un style ultra contemporain, décomplexé, joyeux même, à l'image du Club Med. Donc encore merci à eux pour cette parenthèse. Ça va quand même, enchantée. Caroline, est-ce que tu passes un bon moment au Club Med ? Un merveilleux moment. Et je te remercie pour ton invitation et je remercie également le Club Med parce que c'est vrai que cette petite parenthèse enchantée, comme tu le décris, fait un bien fou et sortir un peu de son contexte et de sa routine tout en continuant à travailler au milieu de ce paysage un peu paradisiaque, ouais, c'est un vrai bonheur. Alors on va attaquer, donc dans ce concept on va visiter ta maison mais de manière fictive. On est devant chez toi, ça ressemble à quoi chez toi ? Comment tu décrirais ton intérieur ? C'est quel style ? Alors moi c'est un style complètement hétéroclite qui me ressemble complètement parce que très coloré et qui mélange plein de styles. Alors, donc un joyeux mix and match, comme tu peux le retrouver d'ailleurs sur toutes les images de mes tables et de mon univers en général. Oui, des fleurs, des rayures, plein de couleurs qui se des mélangent. Fleurs, des motifs très bariolés, des aplats de couleurs et puis qui évoluent en permanence. Je pense que ça fait une dizaine d'années qu'on est dans cette maison et ça doit faire 4 fois que je refais la décoration de chaque pièce. Non pas que je me lasse, mais parce que j'ai des envies créatives en permanence, des envies de nouvelles couleurs, des envies de nouveaux motifs. Et c'est un peu mon terrain de jeu en fait, mon appartement. Et puis tu sais, dans le style, on évolue tous. En fait, on a des envies à des moments de nos vies, à des moments en fonction des saisons même. Et donc, j'aime bien faire évoluer mon intérieur en fonction de ça. Alors, on ouvre la porte, on est dans l'entrée. Tu poses ton téléphone. Il y a quoi en fond d'écran de ton téléphone ? Alors, un fond d'écran.
On commence déjà par la couleur, donc elle est annoncée dès le départ. J'ai un immense couloir de couleur vert, mais un vert très assumé, un vert mousse, et sur lequel et sur les murs j'ai accroché justement des souvenirs d'Inde. On en parlera tout à l'heure. Et j'ai ramené énormément de choses de là-bas, et notamment des peintures de miniatures. Et alors je les ai encadrées un peu à ma manière. Sont des toiles qui sont peintes en fait sur des morceaux de soie que j'ai apposées sur des grandes feuilles de papier canson de couleurs contrastantes avec le mur et que j'ai réencadrées dans des cadres de couleurs encore contrastantes. Donc j'ai une triple épaisseur de couleurs sur mes murs. Et là, tu vois, l'entrée, voilà, elle est verte, jaune, rose. Donc on est tout de suite plongé dans le bain des couleurs. Dans ton univers. On parle souvent du pouvoir de la couleur. Ouais. Ça veut dire quoi, le pouvoir ? Alors moi, j'y crois profondément. Je crois. Alors, tu as eu des études scientifiques sur le pouvoir de la couleur et sur ce que ça répercutait dans notre cerveau et ce que le cerveau répercutait lui-même dans tout ton corps et dans tout ton bien-être. Et moi, je suis convaincue que la couleur nous apporte de la joie ou de la sérénité ou de l'énergie. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens, mais depuis toujours. Et mes journées sont absolument pas les mêmes si je les commence avec un environnement en couleur ou si je m'habille en couleur que si je pars sur une journée qui me serait imposée dans des tons neutres. Je pense que ça a une puissance esthétique, pas seulement esthétique, mais émotionnelle forte. Ouais, qu'est-ce que ça provoque en toi, mais ça provoque des émotions. Exactement. En fait. Mais ça en joue fait, sur l'humeur. Totalement, parce qu'en fait, tu sais, ce principe de l'émotion esthétique qu'on ressent tous complètement différemment. Certains vont être sensibles à une œuvre d'art, d'autres pas du tout. Comment t'expliques que tel tableau va provoquer quelque chose chez toi et tel autre absolument pas ? La couleur, pour moi, c'est pareil. Il y a des couleurs qui vont laisser des personnes complètement indifférentes et d'autres couleurs, et des personnes qui sont hyper sensibles à la couleur, comme moi notamment, et qui vont me provoquer... En fait, c'est de la joie, mais une joie immédiate. C'est-à-dire que quand je croise une personne habillée dans la rue, une femme habillée tout en couleur, ou même juste avec une femme en jean, avec une paire de bottes rouges, si je vais dans un restaurant où le décor est tout d'un coup flamboyant de couleurs, mon état d'esprit va changer immédiatement. Et je sais que je vais passer un bien meilleur moment si je suis effectivement entourée de couleurs. Pour moi, elle est stimulante. Elle m'apporte de la joie, elle m'apporte de l'énergie. Et alors moi qui suis maintenant dans la création, elle me donne de l'inspiration, elle me donne envie de faire des choses. Donc je pense qu'après, les ressentis en fonction des personnes sont très différents. Je discutais l'autre fois avec une autre créatrice, alors qui aime la couleur, mais plutôt dans les tons pastels. Et elle s'entourait de ces tons pastels parce que ça lui apportait la sérénité qu'elle recherchait dans sa vie, parce qu'elle avait besoin de s'entourer de calme, de choses comme ça. Alors que moi, je vais aller chercher l'énergie, je vais aller chercher la stimulation, des stimuli. Donc chacun le ressent différemment, mais en tout cas, je pense que la couleur ne laisse personne indifférent. Ouais, et pourtant, il y en a beaucoup qui n'osent pas. Qui n'osent pas, parce que c'est vrai que la couleur peut faire peur. On a l'impression qu'on peut se lasser très vite de la couleur. Alors, notamment en décoration, tu vois, figer un salon ou une chambre dans une couleur particulière. On se dit, ça va être beau le premier jour, et puis peut-être qu'au bout d'une semaine, je vais m'en lasser très, très rapidement. Déjà, moi, je considère que la décoration, elle n'est pas figée dans le temps. Elle peut tout le temps évoluer. Tu n'es pas obligé non plus d'utiliser la couleur en all-over. Tu peux aussi, si tu es un petit peu timide ou justement que tu as peur de te lancer comme ça dans des grands chantiers trop colorés, tu peux juste insuffler des touches de couleur dans un intérieur, même à dominante blanche ou dans des tons neutres. Mais rien que mettre des fleurs de toutes les couleurs dans un vase coloré sur ta table, même si ton salon est blanc, ça apportera quelque chose. Ton œil sera immédiatement attiré par ça et t'apportera ce petit truc en plus qui fait que c'est plus piquant, c'est plus... Et est-ce que tu as remarqué que tu crois que nos goûts, notre rapport à la couleur change ou pas ? Toi, est-ce qu'il a évolué ? Ouais, il évolue et il évolue en permanence. Alors, je pense que ça, c'est aussi... je pense que tu as des influences inconscientes de par, l'environnement dans lequel tu as été élevé. Déjà, je pense que... moi, j'ai été élevée par des parents qui étaient... Pas passionnés comme moi par la couleur, mais qui avaient un grand sens de la décoration, qui aimaient beaucoup le design, et donc il y avait déjà des choses colorées. Donc j'avais une sensibilité particulière pour ça. Et puis après, il y a une part de je pense, qui est liée à ta personnalité, ton caractère.
Moi, on me demande souvent d'où vient ma passion pour la couleur. Je suis incapable de répondre parce que j'ai ça depuis que je suis toute petite. Ma mère me disait, mais vraiment, quand j'avais 3-4 ans, je faisais des dessins. Alors, les enfants souvent dessinent en couleur, mais moi, elle me disait, tu mettais 1000 couleurs sur tes dessins. Tu faisais jamais une maison blanche. Tes maisons, elles étaient ou jaunes, ou roses, ou vertes. Donc, j'avais déjà un truc comme ça, profondément ancré en moi. Et puis après, je pense qu'effectivement, ton attirance, ton goût pour la couleur, il évolue avec la vie. Parce que inconsciemment, tu es quand même influencé aussi par les tendances, parce que tu vois autour de toi, que ce soit dans la mode, dans la décoration, dans l'art, dans le cinéma. On a des époques où on est plus minimaliste, où on va privilégier les teintes neutres. Donc, quand on est dans un environnement comme ça, effectivement, on est plus timide à utiliser la couleur. Et puis, tout d'un coup, il va y avoir une saison où ça va être la carte du rose à fond parce que Barbie est à la mode. Et puis, tout d'un coup, on se dit, mais oui, moi aussi, j'ai envie de porter du rose. Donc, il y a cette influence quand même si tu veux pas suivre les tendances. C'est difficile de pas se laisser influencer. Après, chacun ses petites Madeleine de Proust. Moi, je sais que le rose, dont je suis fan aujourd'hui, pendant des années, j'ai pas pu le voir parce que ma mère m'habillait tout le temps en rose quand j'étais petite et je ne pouvais plus voir cette couleur. Le orange, très longtemps, je l'ai trop associé à la décoration des années 70. Pour moi, c'était trop catalogué. J'arrivais pas à la concevoir autrement. Alors qu'aujourd'hui, tu vois, pour moi, le orange est une couleur immensément raffinée et qui, je trouve, en plus de par le fait qu'on l'utilise peu, a d'autant plus d'intérêt. Donc ça, tout ce rapport à la couleur évolue et puis oui, tes goûts évoluent, tu mûris en fait, tu vois, tes pensées évoluent, ta vision de la vie évolue et ton rapport aux couleurs, il va évoluer avec le même rythme. Alors, on va évoluer, nous, dans ton intérieur, dans ta maison. Un appartement ou une maison ? Alors, c'est un mix entre les deux, en fait, parce que j'habite un appartement dans le centre de Paris, mais qui est une extension d'un ancien hôtel particulier qui était pour info l'imprimerie de la presse de Paris au 19e siècle. Donc, on a un premier immeuble qui est magnifique, très ancien. Et en fait, ils ont créé une extension contemporaine en arrière-cour qui a absolument pas le charme de l'immeuble d'origine, mais moi je suis tombée sous le charme parce que c'est un appartement qui est sur plusieurs étages, donc tu as l'impression d'entrer dans une petite maison. Et quand je l'ai visité, il était tout blanc, vraiment aucun charme parce que aucune moulure, enfin pas le charme des immeubles anciens parisiens, pas de parquet, rien. Mais il y avait un escalier central très large avec une grande rambarde. Et moi, ça m'a rappelé vraiment, je suis née en Normandie, en province, j'ai vécu toute ma jeunesse dans une grande maison. Ça m'a rappelé l'escalier qu'on dévalait avec mes frères et sœurs quand on était petits. Et j'ai craqué pour cet appart, pour l'escalier. Et j'avais l'impression qu'on était dans une petite maison. Et à ce moment-là, j'avais des enfants en bas âge. Ça fait une dizaine d'années qu'on a cet appartement. Et je me suis dit, tiens, je vais pouvoir créer mon foyer familial dans cette espèce d'appart-maison. Et à partir de là, oui, je me suis lancée dans même plusieurs chantiers décoration. Ah ouais. Et alors, je crois que, mon petit doigt m'a dit, on entre par un grand couloir qui dessert les chambres des enfants, c'est ça ? Exactement. Oui, tu es très bien informée. Ouais. Alors, en fait, l'histoire, c'est que quand on a acheté l'appartement, donc le rez-de-chaussée, c'était vraiment tout le salon d'origine avec une cuisine ouverte. Mais ce qui me dérange, et dans les étages, il y a 3 étages, tu avais des chambres. C'est pas immense, hein, l'appartement, en plus, il est sur plusieurs plateaux, donc c'est des petits étages. Mais donc, toutes les chambres étaient placées dans les étages. Et moi, ce qui m'avait gênée en rez-de-chaussée, c'est que c'était très sombre, parce que ça donne sur une cour. Et je me voyais pas avec une pièce à vivre aussi sombre. Donc, on a bouleversé toute l'organisation et on a créé des chambres pour les enfants, 3 chambres en bas. Donc, c'est juste un immense couloir avec 4 portes et chaque porte donne sur une chambre d'enfant. Ils ont une petite salle de bain, leur toilette et donc, c'est l'étage des enfants. Et je m'étais dit, tiens, ça va être leur coin à eux. Alors, d'un côté, je me disais, c'est bien parce qu'on a aussi un espace parent, tu vois, un peu préservé parce que tu as aussi besoin, et ce qui est difficile à Paris, c'est de trouver aussi l'intimité dans des espaces relativement petits par rapport à une vie familiale avec plusieurs enfants. Et là, ils avaient leur espace à eux où ils pouvaient aussi s'en donner à cœur joie, faire toutes leurs bêtises, vivre leur vie. Et on a créé l'espace de vie à l'étage au-dessus, donc au premier étage. Donc sur ce rez-de-chaussée, effectivement, tu n'as que les chambres des enfants. Et donc, on va pouvoir le relier au thème de l'enfance et de ton
parcours peut-être qui est assez original parce qu'aujourd'hui, on va revenir, tu fais des bijoux et tout le reste, mais en fait, tu ne faisais pas du tout ça avant. Quel a été ton parcours ? Ouais, c'est une reconversion professionnelle parce que moi, j'ai une formation juridique. Je me suis lancée après mon bac dans des études de droit un peu à contre-cœur. Bon, pour la faire vraiment très très courte, moi j'étais passionnée par le domaine artistique quand j'étais jeune et je voulais faire les beaux-arts. Et j'ai demandé à mes parents si je pouvais faire les beaux-arts. Et tu sais, je suis d'une génération où on avait beaucoup moins de possibilités. Il y avait beaucoup moins d'écoles, notamment dans le domaine artistique, etc. Et ma mère, alors en plus c'est paradoxal aujourd'hui, enfin on en rit, mais elle est historienne d'art et elle a bossé dans le domaine de l'art toute sa vie. Mais elle a trouvé que c'était un domaine très dur. Et puis, elle avait peur que je trouve pas de débouchés, que je trouve pas de job rapidement, elle avait peur que je galère. Et donc, elle m'a dit, ma chérie, écoute, ça s'est fait sans force, tu vois, on était dans une relation très saine et très fusionnelle. Mais elle m'a dit, non, je te vois plus, toi qui es très rigoureuse, fais du droit, une carrière juridique, tu pourras faire ce que tu veux. Et moi, j'étais pas rebelle à l'époque et j'avais un peu ce syndrome de la bonne élève. Je travaillais très bien et je voulais faire plaisir à mes parents. Et donc, je me suis lancée dans le droit comme ça. Mais alors, les 4 premières années, c'était un peu un calvaire pour moi parce que j'aimais pas cette matière. Donc, je faisais bien le travail. J'ai eu toutes mes années, tout s'est très bien passé, mais j'avais pas de passion pour ce métier-là. Et en 5e année, donc j'ai fait un DEA et j'ai découvert la propriété littéraire artistique. Et tout d'un coup, j'ai retrouvé un petit lien avec le domaine artistique. Alors, il était assez lointain, mais j'ai étudié le droit d'auteur, j'ai étudié le droit des marques, même le droit des brevets, qui est très créatif. Et tout d'un coup, je me suis dit, ah bah si, je vais peut-être quand même réussir à trouver un métier qui me plaît dans ce domaine-là. Et je suis devenue d'abord conseil en propriété intellectuelle. Donc, j'accompagnais des marques, des créateurs à protéger leurs créations, leurs inventions, vérifier tous les aspects légaux. Et très vite, j'ai été embauchée dans des groupes de luxe et j'étais intégrée dans des départements de propriété intellectuelle. Et donc, ce sont des départements, maintenant, c'est devenu des départements énormes. Mais à l'époque, moi, quand j'y étais, c'était un peu le secteur juridique ou le secteur des entreprises. Bon, on le faisait parce qu'il fallait le faire, mais dans l'esprit des dirigeants, c'était un peu accessoire. Alors qu'aujourd'hui, la propriété intellectuelle est devenue incontournable. Ce sont des équipes énormes parce que ce sont des enjeux monstrueux. Et voilà, je me suis lancée j'ai bossé pendant 20 ans dans ce domaine-là. Et les 10 dernières années, en fait, mais tu vois comme quoi, parfois, les parcours et quand on voit les influences de la vie, les 10 dernières années, je les ai passées chez Hermès. Et là, chez Hermès, je suis rentrée dans une fourmilière à créativité. J'avais jamais vu ça de ma vie. Mais c'était merveilleux. Hein. Je suis arrivée dans un milieu où, déjà, c'est une boîte qui travaille sur 14 métiers. Donc, dans le domaine du textile, de la soie, du bijou, de la décoration. Et comme j'accompagnais les équipes de développement, certains créateurs, j'ai pu suivre tout le processus créatif d'un produit à partir de sa naissance sur un croquis d'un créateur jusqu'à sa fabrication, jusqu'à sa validation, jusqu'à son lancement, jusqu'à sa mise en lumière, sa communication. Et du coup, je pense qu'en plus, Hermès est une maison qui pratique la couleur de manière... c'est l'excellence pour moi. Et ça m'a encore plus ouvert l'esprit, justement, sur le processus de création. Et ça a développé, ça a réveillé, je dirais, en moi, cette envie de créer à mon tour. Et tu vois, sur la couleur, je pense que j'ai eu un vrai déclic. C'est que quand tu intègres une maison comme Hermès, ils te font passer par plein d'étapes pour que tous les salariés, mais quel que soit leur niveau, que tu sois dans la finance, le marketing, le juridique, soient intégrés dans le processus créatif et artisanal de la maison et qu'on comprenne les exigences d'excellence sur chaque produit. Et j'étais partie à Lyon, dans l'un des ateliers qui fait de l'impression sur soie. Et ils nous avaient montré le dessin, donc ils font appel pour leur carré à plein de créateurs, plus ou moins réputés d'ailleurs. C'est ça qui est génial parce qu'il suffit que la direction artistique découvre même un jeune créateur dont les œuvres, tu vois, provoquent quelque chose chez eux. Ils peuvent l'appeler pour dessiner un carré. Donc c'est absolument merveilleux. Et donc ce qui donne
des carrés avec des motifs ultra différents, avec des styles incroyables. On peut partir du graphe à quelque chose de très classique. Et surtout, ce qui m'avait fasciné, c'est qu'à partir du même dessin, j'avais assisté au processus de coloration. Et on avait fait, je crois, une dizaine de colorations sur un motif de carré. Je te jure, tu voyais les 10 carrés, tu avais l'impression que c'était 10 dessins différents. Et c'est là que j'ai eu un déclic encore plus fort sur la couleur en me disant, mais le pouvoir de la couleur, esthétiquement, est immense. Parce qu'à partir d'un même produit, un même dessin, une même œuvre, tu vas pouvoir avoir un nombre de déclinaisons totalement fascinantes et provoquer un résultat différent qui va plaire aussi à différentes personnes, parce qu'il y en a un qui va préférer celui qui va être dans les tonalités roses et l'autre dans les tonalités jaunes, et le résultat même du foulard porté sera totalement différent. Et ça j'en garde un souvenir exceptionnel. Et à quel moment comment t'as basculé? Comment on passe de chez Hermès à avoir sa propre marque? Ouais, ça c'est très très dur. La bascule, elle a été difficile parce que pendant vraiment 8 ans, 7-8 ans, j'étais hyper heureuse chez Hermès, et puis je me disais... franchement, je suis bien, c'est une situation aussi très confortable. T'as un petit côté glamour quand même, parce que c'est une chance inouïe, tu vois, d'intégrer ces boîtes-là. Et puis, en fait, t'as aussi une pression de ton entourage qui te dit « mais t'es tellement bien là-bas, pourquoi t'as envie de partir ?» Mais en fait, je crois que je suis arrivée à un stade où j'avais un peu usé le maximum de passion intellectuelle que je pouvais avoir pour mon métier de juriste, qui s'était quand même bien réveillé chez Hermès, parce que tout d'un coup, tu vois, j'avais repris vraiment de l'intérêt pour la matière juridique, mais j'étais rentrée dans une routine, et je pense dans une espèce de... Alors, je veux pas être prétentieuse, mais c'est ce que je ressentais, un espèce d'ennui intellectuel. J'avais l'impression que mon cerveau, je l'exploitais plus vraiment. Tu vois, il était un peu en mode machine sur les dernières années, malgré toute la beauté qui m'entourait. Mais je pense que justement, ça suscitait encore plus de frustration, parce que j'avais envie de faire autre chose. Et donc, j'ai commencé un peu à discuter avec les créateurs, avec les équipes de développement. Et ce qui me bloquait, c'était le fait que je n'ai pas de formation technique. J'avais pas fait d'études de dessin, j'avais pas fait d'études de modélisation. Parce que je voulais créer quelque chose, mais je me disais, j'en suis incapable en fait. Et puis, je me sentais trop vieille. Tu vois, je suis partie à 43 ans et je me disais, mais je suis folle en fait. Comment je vais pouvoir créer quelque chose à mon âge? Je peux pas me relancer dans les études, je vais encore perdre du temps. Et en fait, c'est en discutant avec un créateur, il était adorable, parce qu'il m'a dit, mais tu sais Caroline, si tu savais le nombre de créateurs qui n'ont pas de formation technique, qui savent pas forcément bien dessiner, mais qui savent s'entourer des bons partenaires. Et il m'a dit, si tu as des idées, entoure-toi des bons partenaires et tu y arriveras. Et ça m'a fait vachement réfléchir. Et le déclic, c'est que je suis partie un été. Donc, j'avais tout ça en tête, ça moulinait. Mais tu vois, je me souviens, un jour, je suis arrivée chez Hermès, j'avais dit à mon mari le matin, bon, c'est bon, je vais demander mon congé pour création d'entreprise. Et puis, à midi, je lui ai envoyé un message. Je m'étais dégonflée. Je ne l'ai pas fait. Et je l'ai fait vraiment 1 an et demi après, tu vois. Et le déclic, c'est que je suis partie en vacances en famille à Bali. Et je dessinais tout le temps, j'avais tout le temps mes petits carnets de dessin où je gribouillais des choses. Et je suis tombée sur un atelier de bijoux, parce qu'ils avaient un gros savoir-faire artisanal dans les bijoux et dans plein de domaines d'ailleurs à Bali. Et puis moi, j'ai toujours été fan de bijoux, donc je demande à une Française qui habitait là-bas si elle connaissait une belle bijouterie où je pouvais m'acheter des belles pièces en argent, qui est leur savoir-faire vraiment précis. Elle m'a dit, mais attends, si tu veux, j'ai mieux, je connais un petit atelier. Si tu as des dessins, il peut même te faire la pièce de ton choix. Je suis arrivée dans ce petit atelier perdu au milieu de la jungle. Je lui ai montré mon carnet. Je lui ai dit, bah tiens, est-ce qu'on peut essayer de faire cette bague-là? Il m'a dit, pas de problème. Et reviens dans 2 jours. Et je suis revenue dans 2 jours. 2 jours après, et là, il a sorti la bague qui est sortie de mon carnet. C'était la première fois de ma vie, tu vois, que je voyais un de mes dessins prendre vie. Mais je pleurais, hein. C'était hyper émouvant. Et j'étais avec mon mari, mes enfants, ils m'ont regardé. Bon, bah voilà, c'est parti. Et l'histoire, elle a commencé comme ça. Mais effectivement, toute cette envie de créer quelque chose à mon tour, je pense que c'est ces années aussi, tu vois, aussi de
d'enrichissement, je crois que j'ai emmagasiné beaucoup d'images. Oui, au fond, tu l'as mûri, d'échanges, exactement. Et je disais, j'en parlais l'autre fois à ma mère, je lui dis, ce qu'elle me disait, elle était trop mignonne, elle me dit, oh là là, j'aurais dû te laisser faire des études d'art. Je lui dis, mais tu sais, peut-être que si je m'étais lancée à 20 ans, 25 ans, j'aurais pas eu cette maturité et cette force aussi de travail, parce qu'on en parlera après, mais pour te lancer dans des domaines créatifs comme ça qui sont très, très exigeants. Donc voilà, la vie, parfois, elle est bien faite. Tu vois. Ouais. Et donc, on était dans la chambre des enfants. Est-ce que tes enfants, et même ta famille dans l'absolu, est-ce que tes enfants, ils ont eu leur mot à dire sur la déco, ou même dans le salon? Est-ce que ton mari peut intervenir? Ou toi, tu sais tellement ce que tu aimes et ce que tu veux que tu peux l'imposer un petit peu. Non, ça c'est une vraie question parce que c'est souvent le débat familial. Alors moi, mon mari est génial parce qu'il me laisse tout faire. Il a une confiance absolue. Et puis, il a jamais été très intéressé par la déco. Au-delà de la confiance, c'est une question de goût aussi. Oui, exactement. Mais lui, si tu veux, il a été élevé dans une famille très nombreuse, 7 garçons, des parents absolument géniaux, mais du coup, dans un univers décoratif assez sobre. Il n'y avait pas de recherche esthétique particulière et du coup, il n'a jamais été vraiment sensibilisé à ça. Et ça a commencé avec moi quand on s'est rencontrés, parce que moi, très jeune, je commençais à repeindre notre premier studio, tu vois, tout en couleur. Et en fait, ça l'a un peu fasciné, je crois. Il a trouvé ça hyper fun. Et alors, non, lui, il me donne lui, il est de bons conseils et là, je l'écoute juste pour les volumes. Parce que moi, j'ai toujours tendance à... Bon, je suis un peu excessive dans tout, tu vois, j'utilise beaucoup de couleurs, beaucoup de motifs et le mobilier, j'ai toujours envie de grosses pièces, mais on a des appartements qui sont petits et j'ai pu faire des erreurs sur ça. Donc lui m'aiguille un peu sur le volume et en revanche tout le reste c'est moi qui décide, je sais toujours ce que je veux faire. Les enfants, je leur demande, si, je respecte quand même parce que je veux pas... Tu vois, je vais pas être la folle de déco qui impose son univers à mes enfants et au contraire, je souhaite qu'ils développent le leur. Mais j'ai des garçons qui sont plutôt... ils aiment bien que je leur fasse de jolies chambres, mais ils vont me donner une couleur qui leur plaît et à partir de là, je peux broder. Donc j'ai des garçons, tu vois, par exemple, mon petit dernier, là, j'ai refait sa chambre. Je lui dis, quelle couleur te plaît? Moi, j'avais envie de lui faire une chambre dans les tons jaunes. Je sais pas, j'avais une envie de jaune. Il m'a dit, non, maman, le jaune, non. Bon, puis effectivement, pour une chambre, c'est pas super apaisant. Et il voulait du vert kaki. Et le vert kaki, je t'avoue, c'est une couleur, pour le coup, j'aime beaucoup de couleurs, mais c'est pas une couleur qui m'excite beaucoup. Et je lui dis, d'accord, mais ça te dérange pas si on la réveille un peu avec quelques touches de couleur un peu plus vivifiantes. Elle m'a dit oui, pour la déco, j'adore, je te fais complètement confiance. Et en fait, on a une toile de fond vert kaki et j'ai mis plein de petites touches rouges, mais un rouge flamboyant et un peu de bleu électrique. La chambre est canon. Mais quoi, au mur? Non, j'ai mis des lampes, une chaise toute rouge. Donc les murs sont kaki? Les murs sont kaki, les rideaux sont dans une tonalité de vert un peu similaire. Donc tu as vraiment une toile de fond générale vert kaki. Et sur son lit, j'ai ramené d'Inde un couvre-lit en tissu Suzani rouge avec plein de touches de couleurs, donc du bleu. Et voilà, lampe de bureau, étagère. J'ai trouvé une petite étagère trop mignonne. Rouge aussi. Et donc, du coup, la chambre n'est pas neutre du tout comme on aurait pu l'imaginer au départ en voyant la chambre peinte sans aucun accessoire. Et puis, je lui ai mis un tapis pareil que j'ai rapporté d'Inde dans les tons bleu limite turquoise. Et ça fonctionne à merveille. Et alors, on va monter à l'étage où il y a... Alors, c'est ouvert, salon, salle à manger, cuisine? Ouais, tout est ouvert. Team cuisine ouverte? Écoute, avant, j'étais plutôt team cuisine semi-ouverte, c'est-à-dire que j'aimais bien... on avait un appartement avant où, justement, on avait réussi à créer juste une espèce de fenêtre qui donnait sur le salon, mais... Tu vois, tout le reste de la cuisine, tout ton joli bazar que t'as pas forcément envie de montrer dans le salon était bien caché quand même par des semi-parois. J'aimais bien ce principe. Et puis bon, là, le fait est que dans cet appartement-là, on a dû créer 4 chambres et on n'a pas réussi à trouver un emplacement pour une cuisine un peu isolée. Donc là, c'est vraiment une cuisine ouverte qui prend toute la largeur d'un mur. Donc on l'a assumé.
Et le salon n'est pas immense. On a vraiment cassé toutes les parois pour laisser vraiment un open space complètement open. Mais là, on change de couleur et j'ai tout peint en bleu. La cuisine est bleue, les murs sont bleus, les fenêtres sont bleues. Je t'avoue que je l'ai fait là récemment. J'étais pas sûre de mon coup parce que j'avais une envie de bleu que j'avais très peu utilisé en décoration jusqu'à présent. Et puis tu vois, on parlait de l'évolution de tes goûts sur les couleurs. Et j'avais vraiment envie d'un bleu. Mais c'est pas le bleu... pas le bleu gris, tu vois, que tu vois souvent dans les appartements. C'est vraiment un bleu, alors clair, mais quand même assez pigmenté. Et en fait, je suis absolument ravie du résultat et je m'en lasse pas du tout parce que je trouve que le bleu, justement, c'est la couleur. Pour moi, c'est un peu comme un gris. Tu peux tout mettre avec du bleu. Et quelle que soit la couleur de ton canapé, de tes lampes, de tes accessoires, tout est mis en valeur sur cette toile de fond. Et la cuisine, je l'ai voulu bleue parce que je voulais, comme c'est vrai qu'elle est intégrée au salon, je voulais qu'elle se fonde, tu vois, qu'elle ressorte pas particulièrement comme une cuisine à part entière, mais que ce soit une espèce de semi-cuisine, semi-bibliothèque. Donc j'ai intégré des tableaux dans la cuisine, j'ai mis des très beaux luminaires, et en fait l'ensemble, ouais, ça fonctionne, je suis assez contente. Et alors, toi, tu es une grande fan d'art de la table. C'est hyper important pour toi. Tu trouves que ça peut métamorphoser un dîner, par exemple ? Ça, j'en suis convaincue. En fait, pour moi, alors l'art de la table, j'ai toujours aimé ça, mais ça, je le dois vraiment à mes parents parce que ils étaient passionnés d'art de la table, ils ont toujours reçu énormément et à chaque fois pour moi, j'observais ça quand j'étais petite et puis mes parents à l'époque, tu sais, c'était l'époque des grandes tables où on sortait vraiment toute la cristallerie, la porcelaine. Donc ma mère faisait des tables qui n'étaient pas du tout comme les miennes, avec uniquement des pièces très raffinées, très précieuses, les 3 verres de vin, les 2 fourchettes, tu vois, dans toute la tradition, parce que c'est vraiment le savoir-vivre français pour moi, tu vois, l'art de la table, on a une magnifique tradition. Donc j'ai été baignée dans ça et j'ai toujours vu des dîners, des ambiances incroyables chez mes parents. Et je pense que le fait que leurs invités savaient que quand ils venaient chez mes parents, ça allait être incroyable au niveau de la décoration, au niveau de la préparation de la cuisine, au niveau des vins sélectionnés par mon père. Les gens n'arrivaient pas du tout, tu vois, dans le même état d'esprit. Et c'était des soirées exceptionnelles et j'ai toujours trouvé ça absolument magique. Donc j'ai essayé de reproduire ça à ma manière. Alors moi, en plus, au tout début, tu vois, quand j'organisais mes dîners, on n'avait vraiment pas les moyens de s'offrir des pièces incroyables. Donc je faisais avec ce que je pouvais. Mais par contre, je prenais beaucoup de temps à préparer ces dîners. Moi, je sais que je me mettais un peu même dans tous mes états, surtout quand j'étais salariée, parce que tu vois, quand tu travailles, tu reviens de ta journée de travail, tu dois gérer les enfants, préparer ton dîner, ta cuisine. Et moi, je préparais tout la veille, la nuit. Je me couchais très tard pour préparer ma table d'avance, etc. Mais je prenais un plaisir fou à faire ça. Et j'ai toujours remarqué nous, j'ai l'impression qu'en tout cas nos amis, nos proches, maintenant, quand ils viennent chez nous, ils savent qu'il va y avoir un effort particulier, que ça va être généreux, et à chaque fois, quasiment, ouais, on a des moments de partage absolument fabuleux. Et je pense que dresser une belle table, c'est la première. Comment on s'y prend ? Comment on crée une jolie table ? Il y a tellement de personnes qui disent qu'elles ne savent pas faire ou elles ne savent pas comment on amorce, tu vois. Ouais. Alors déjà, moi, je pense que tu as beaucoup de sources d'inspiration aujourd'hui, notamment avec les réseaux sociaux, Pinterest, où tu peux trouver beaucoup d'influence. C'est tellement extraordinaire que ça peut aussi te mettre la pression. Alors, moi, je pense qu'il faut... C'est comme les magazines de déco. Il faut que ça reste des inspirations, mais il faut jamais chercher à faire exactement la même chose. Parce que déjà, il faut que, comme en déco, la table, ce soit une expression de toi-même. Il faut qu'elle te ressemble. Donc, faut pas partir déjà sur une couleur qui ne te correspond pas. Même si on n'a pas une facilité naturelle à mettre en place des choses, la première chose à faire, moi, je trouve, c'est de dire, bon, moi, quelle couleur
me plaît, avec laquelle je me sens bien et laquelle j'ai le plus chez moi, tu vois, en matière de linge de table ou d'accessoires. Et on part sur cette déclinaison de couleurs. Si par exemple, j'adore le bleu ou j'adore le vert, faut pas aller se lancer dans du rose parce que j'ai vu une photo quelque part traîner sur Instagram. Ça vous ressemblera pas. Et après, alors il y a 2 éléments, moi, qui me guident assez facilement. Moi, je suis une folle de linge de table. Bon, en plus, c'est vrai que c'est plus facile pour moi parce que j'ai ma propre collection, donc j'ai le choix. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on a un choix très accessible dans plein d'enseignes, de nappes magnifiques, avec aujourd'hui beaucoup de touches de couleurs ou de motifs. Et cette nappe peut être le fil rouge pour te guider sur déjà les déclinaisons de couleurs que tu vas utiliser sur ta table. Moi, j'aime pas dépasser 2 à 3 couleurs, justement pour éviter qu'on parte un peu sur quelque chose qui soit pas harmonieux. Et par exemple, voilà, tu as une nappe florale, je dis n'importe quoi, verte et rose. Bon, voilà, tu sais que ça va être les 2 couleurs qui vont te guider pour établir toute cette mise en scène. Et puis après, alors il y a un autre élément, si tu n'as pas de nappe ou alors finalement tu as juste une nappe de couleur unie, moi, les fleurs, elles me guident aussi beaucoup parce que ça va être saisonnier. Donc, tu commences par acheter ton bouquet de fleurs, tu vois ce qu'il y a chez ton fleuriste. Et même, sans partir, parce que ça coûte cher aussi, les fleurs, c'est vrai que c'est des budgets, sans partir sur quelque chose de complètement fou, tu te dis, voilà, aujourd'hui, les fleurs qu'il y a en magasin, c'est jaune et orange. Ah tiens, ça va, je vais partir sur ces tonalités-là. Mais ça peut être même un objet chez toi. Ça peut être un tableau, ça peut être un vase que tu as déjà avec 2 ou 3 couleurs. Tu dis, tiens, ce vase-là, je l'aime beaucoup. Il est rouge et rose. Je vais m'en servir comme guide. Et à partir de là, tu regardes tout ce que tu as dans ton garde-vaisselle et dans tes objets de décoration, parce que c'est ça, moi j'aime bien le mix and match, et tu t'en fous de pas avoir les 8 mêmes assiettes, tu t'en fiches de pas avoir les 8 mêmes verres, au contraire, c'est ça qui va créer une âme, qui va créer quelque chose de complètement singulier. Alors, faut trouver une harmonie, évidemment, tu vas pas mélanger des choses qui vont pas s'assembler ensemble, mais globalement, je trouve que surtout dans l'art de la table, tu peux avoir une assiette chinée, une assiette d'une très belle marque, une assiette trouvée dans une ancienne, tu vois, à prix accessible. Tu les mets ensemble et ça va marcher à merveille. Ouais. Est-ce qu'il y a des essentiels, tu vois, surtout pas négliger, faut surtout pas oublier quand tu dresses une jolie table? Ouais, moi j'aime bien, même si on n'a pas beaucoup de moyens pour dresser une table, je trouve qu'il faut toujours penser à une petite touche de raffinement quand même. Avec, alors ça peut être, moi les assiettes, c'est vrai que je trouve que c'est important parce que c'est quand même ce que ton invité va avoir en face de soi pendant tout le dîner, et je trouve que ça met tellement en valeur ta cuisine aussi. Donc les assiettes, même admettons que t'aies fait un mix and match avec des assiettes chinées, des assiettes un peu bas de gamme mais avec un joli motif, t'en places 1 ou 2 qui sont particulièrement jolies, ou dans une belle porcelaine, ou que t'as hérité de ta grand-mère ou de ta famille. Même chose sur les verres. Moi je mélange souvent, tu vois, j'en parlais il y a pas longtemps, mais j'avais collectionné des verres Coca-Cola parce qu'ils faisaient une opération chez McDonald's, alors qu'on va vraiment très ponctuellement chez McDonald's. J'avais pour une fois donné carte blanche à mes enfants pour aller régulièrement chez McDonald's pour gagner des verres que j'avais trouvés absolument ravissants. Et moi, ça me gêne pas pendant mes dîners, tu vois, même sur mes très belles tables, de mettre un verre Coca-Cola parce qu'ils sont tous très colorés. J'en ai de toutes les couleurs. Puis t'as une petite enseigne Coca-Cola, mais sculptée en verre, donc qui reste très délicate, à côté d'un verre en cristal Saint-Louis que j'ai hérité, tu vois, de mon père. Mais en fait, j'aime bien ce mix and match avec des pièces un peu brutes, ou même un vase chiné, tu vois, même un peu ébréché, et puis à côté d'une pièce un petit peu plus sophistiquée que t'as. J'aime bien ce contraste, en fait, des matières, des styles. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a un faux pas? Quelque chose qu'il faut vraiment éviter de faire et que tu vois parfois qui t'agace. Ouais. Alors, moi je suis pas dans le jugement, tu vois, même quand je vais chez des gens, enfin, je trouve que de recevoir c'est tellement sympa, mais je trouve ce qui est dommage, effectivement, quand tu as dressé une belle table, on oublie souvent des petits détails, tu vois, le poivre et le sel qui arrivent dans le packaging d'origine alors que tu avais dressé une belle table, mais qui n'ont pas été mis dans un joli poivrier ou une jolie salière, la bouteille d'eau cristalline qui arrive sur la table, alors que c'est tellement plus raffiné quand ça arrive dans
dans une carafe. Les verres en plastique, non, alors verres en plastique, bon, c'est quand même assez rare. Mais tu vois, par exemple, t'as fait un très beau dîner et puis le dessert, il est servi dans des petites assiettes en carton, par facilité, ou tu vois. Et je trouve ça un peu dommage quand t'as pris soin à dresser une jolie table. Et les gens sont très... même, tu vois, moi, j'ai tout un tas de copines qui sont pas du tout dans cette démarche-là et qui sont très contentes de venir chez moi pour profiter de ça. Et elles me disent « Ah, je suis admirative parce que moi, je suis incapable de faire ça. » Mais ce qui est joli, je trouve, c'est que quand elles viennent chez moi, elles savourent. Tu vois, elles sont sensibles. C'est pas parce que tu n'arrives pas à le faire chez toi aussi que tu ne sais pas l'apprécier. Et déjà, rien que de l'apprécier, je trouve ça énorme. Autant pour elles que pour moi, parce que t'as un écho dans les deux sens. Parce que quand je te dis que recevoir, tu fais plaisir aux autres, tu fais un acte de générosité, mais moi, je me fais immensément ça te fait plaisir avant tout. Ouais. Alors, j'ai une question un peu culte d'un décodeur. Si tu faisais un dîner avec 6 personnes, des personnalités, qu'elles soient décédées ou pas, qui seraient-elles ? Ouais, alors, moi, il y a 1 million de personnalités que j'aimerais inviter. Je pense que si vraiment, tu vois, j'avais un dîner extraordinaire à organiser comme ça, je sélectionnerais des personnes qui sont dans des disciplines artistiques, mais un peu dans tous les domaines, parce que, bon, moi, je suis dans un domaine, mais la création en général me fascine. Donc, le cinéma, l'art, la littérature, la musique. Donc, alors... Si on parle de cinéma, moi, je suis fascinée par Wes Anderson, forcément. Et donc, tu vois le lien immédiat avec les couleurs. Parce qu'en plus, je trouve que... moi, je rêverais de discuter avec lui. C'est surtout à quel moment et comment cette signature esthétique, donc ultra colorée, et puis dans cet esprit rétro, et puis aussi très excentrique, est née, à germer dans son esprit. Parce que je trouve que dans la création... Je pense que tout le monde est capable de créer quelque chose. On a tous en soi, même si on ne le sait pas, même si c'est enfoui, une capacité à créer. Mais ce qui est très difficile, et moi, pendant la toute première année de ma création de marque, j'ai dessiné des centaines de choses et j'ai jeté des centaines de choses parce que c'était joli, mais ça ne représentait pas un univers nouveau ou caractéristique ou identifiant. Et moi, je voulais, tu vois, créer quelque chose qui me ressemble et on se dise, ah bah oui, ça, c'est Caroline de Benoît. Et ça, je trouve que c'est le plus difficile dans la création. Et Wes Anderson, il a une signature, mais tellement forte. Enfin, tu vois passer ces images, t'as pas besoin de voir Wes Anderson, tu sais qui il est. Donc ça, j'adorerais discuter de ça avec lui. Et surtout, j'aime son excentricité, parce que moi, j'aime les personnes qui sont un peu folles, qui sont pas raisonnables. Et quand tu vois ces personnages dans ces films, c'est fabuleux, quoi. Juste génial. Alors, dans ce type de personnage aussi un peu excentrique, là, ce serait dans la littérature, c'est Amélie Nothomb. Parce que à chaque fois que je la vois en interview, non seulement elle a un talent pour l'écriture immense, mais elle a un talent oratoire, mais fascinant. Je pourrais l'écouter parler des heures. Elle a une éloquence magistrale et je trouve qu'elle a une façon de parler avec une telle franchise, sa vision sur la vie, son regard sur elle et même sa difficulté, parce que tu sens que c'est quelqu'un qui est très torturé, mais elle te dit ça avec un ton, un humour fou et un sourire. Et je suis très admirative de la franchise et de l'honnêteté qu'elle a de parler d'elle, de sa vision de la vie, du travail, de son regard sur elle dans le miroir le matin, de comment elle affronte ses journées. Et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont aussi transparentes. Donc bref, j'adorerais. Alors, après dans le domaine artistique, alors je suis pas... j'aime bien le pop art, mais si tu veux, c'est pas la période non plus que je préfère. Mais Andy Warhol, j'aurais aimé aussi, parce que j'ai vu il y a 1 an, je ne sais pas si tu l'as vu, mais sur Netflix, il y avait un documentaire qui a été réalisé sur lui, une espèce de série documentaire incroyable. Et moi, je ne connaissais pas particulièrement le personnage. Et je crois que c'est grâce à l'intelligence artificielle, ils ont reconstitué le son de sa voix. Donc, tu l'entends parler et il lit un journal intime qu'il tenait depuis qu'il avait été, depuis une tentative d'assassinat, je crois dans les années 70, et donc il avait commencé à écrire tous les jours ses ressentis sur la vie, ses relations, le rapport à l'art, ses rencontres.
Le truc est dingue. Je l'ai vu, mais comme une série, alors que moi, les documentaires, je peux vite m'en lasser. Et on entre dans le cerveau de Andy Warhol. Moi, ça m'a bouleversée et ça m'a créé un choc aussi intellectuel, parce que il explique surtout comment il a démarré comme publicitaire et comment il a mal vécu le fait qu'il n'ait jamais été reconnu, en tout cas de son vivant, comme un véritable artiste. Et c'est aussi toute la frontière qu'il y a, je trouve, quand on lance une marque, entre la création et la partie business, qui est forcément présente et nécessaire, et qui, toi, quand tu es créatrice, peut venir te polluer. Parce que moi, ce que j'aime faire, c'est créer, c'est dessiner. Après, moi, quelque part, tu vois, je me sens pas entrepreneuse. J'ai jamais fait ce métier pour être entrepreneuse, et tous les aspects commerciaux me polluent. Et Andy Warhol en parle très très bien. Alors lui, après, il a réussi à faire un business incroyable, mais en même temps, c'était une torture pour lui. Donc voilà, passionnant. Après, dans le domaine plus du design, je pensais à... Stark, en plus je connais que lui. Philippe Stark, ouais. Alors Philippe Stark, pour moi c'est un pur génie créatif dans tous les domaines. Je suis une immense admiratrice de lui. Et surtout, alors c'est pareil, si tu veux, je trouve que tu as la part admiration pour l'œuvre, et puis après, quand tu lis des choses ou quand tu entends ces créateurs parler, tu t'intéresses à une autre facette, tu vois, de leur univers. Et Stark, moi, j'avais lu son livre. Il avait sorti un livre il y a une dizaine d'années. Je sais plus, je crois que c'était Impression d'ailleurs, quelque chose comme ça. C'était juste des pensées, des réflexions sur plein de thèmes un peu universels. Et j'étais très, très impressionnée par la modestie de cet homme, qui est quand même un pur génie créatif, qui a tout fait. Enfin, et il expliquait qu'il ne se sentait pas intelligent et qu'il avait souffert du syndrome de l'imposteur. Alors, ça, c'était il y a une dizaine d'années, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais pendant très, très, très longtemps. Et je me disais, comment un créateur pareil peut aussi souffrir de ce syndrome, tu vois. Enfin, moi, que je vis, et, j'ai vécu vraiment pas facilement dès le début, bon, un peu moins maintenant, mais qui m'occupera tout le temps, je pense. Et il expliquait, c'est drôle, qu'il faisait un rêve récurrent dans lequel on le plaçait dans une salle d'opéra. Il était derrière le rideau. Il avait dit oui, pas de problème, je peux assurer cet opéra et je peux chanter. Et tout d'un coup, le rideau s'ouvrait et aucun son ne sortait de sa bouche, parce qu'il se disait, mais là, je suis allée trop loin, en fait. Je peux pas prétendre au monde que je sais chanter. Il avait ce rêve permanent qui venait, mais alors qu'il avait déjà fait ses preuves, tu vois, dans tous les domaines en plus. Et donc, une grande modestie, et je trouve ça beau, tu vois, d'avoir cette simplicité, exactement. Je sais alors, plus à combien je suis. Ça fait 4. 4. Alors après, dans la mode, parce que j'aime beaucoup la mode aussi, c'est Karl Lagerfeld que j'aurais aimé rencontrer. Là, alors tu vois, à propos de podcast, je pense qu'il en a fait qu'un seul, je l'avais entendu. Bon, tu te prends une claque énorme, il est tellement brillant, intelligent. Et sur la création, moi, lui, alors il y a des formules vraiment que j'ai retenues de lui, parce qu'il y a un truc dans la création, moi, qui me travaille en permanence, c'est que tu es perpétuellement insatisfaite. Tu te dis que ton dessin, il sera jamais fini, ton bijou, il peut toujours être perfectionné, ta nappe, est-ce que tu es sûre de tes colorations ? Et en fait, lui disait, la création peut être éternelle, ne jamais s'arrêter. Donc à un moment, il faut se dire, bon ben voilà, tel jour, j'arrêterai d'y toucher, j'arrêterai de le modifier. Et ça m'a beaucoup aidée, en fait, d'entendre ça. Parce que tout d'un coup, ça m'a rassurée sur le fait que, bon, elle pourrait peut-être être encore plus belle, encore plus parfaite, mais je n'y arriverai jamais. Et l'œuvre, à un moment, il faut la lancer, il faut la dévoiler. Donc ça, j'avais trouvé ça très, très pertinent. Et sur la cadence aussi des créations, il était très drôle parce que c'était une machine à créativité. Il sortait d'un défilé, il retournait tout de suite dans son bureau travailler. Et je comprenais que sa mécanique... C'est un sport, c'est un muscle en fait, la création. Et plus tu crées, plus c'est facile, plus tu as d'idées. Et la création se nourrit de la création. Et puis bon, il a un humour désarçonnant, donc ça devait être magique de connaître cette personne. Donc je suis à 5. Et alors la dernière personne, je vais te dire un truc, j'en ai parlé en plus il n'y a pas longtemps, à mon mari. Et ben je ferai venir mon mari. Et je vais te dire pourquoi, parce que je trouve que dans les dîners, tu vois, on en organise pas mal. Et
On aime bien qu'il y ait un chef d'orchestre quand même dans un dîner parce que souvent, alors tu peux avoir un groupe d'amis ou de personnes qui se connaissent tous et puis parfois tu as envie de se faire rencontrer des gens. Et c'est pas évident de nouer des liens comme ça dans un cadre un peu figé autour d'une table. Et j'adore avoir une personnalité qui fasse le lien. Alors surtout là, j'ai des invités d'univers très variés. Et mon mari, bon, il a ce talent aussi de réussir à décomplexer tout le monde, faire des liens, tendre des passerelles et faire rire. Et voilà, le rire, c'est vraiment le dénominateur commun, je pense à toutes ces personnalités. Donc voilà, pour cette table très beau dîner. Très beau dîner. Et d'ailleurs, je rebondis, est-ce que tu fais des plans de table ou pas plans de table? Ouais, alors moi, plans de table. Et il y en a qui sont peut-être un peu plus réservés au départ, il y en a qui prennent énormément de place, il y en a qui sont très volubiles, d'autres qui vont avoir tendance à ne parler qu'à leur voisin de droite. Et moi, dans les dîners, je ne veux pas. Je ne veux pas de conversation juste entre deux personnes, des petits groupes. Tu réunis pas les personnes pour ça. Tu as envie d'une conversation commune. Donc, il y a toujours un plan de table et tout est très réfléchi en amont. Ouais. Et orchestré. Ouais, exactement. Par rapport à l'univers de l'art de la table, comment t'es passé du bijou à progressivement, j'imagine, l'art de la table, la petite déco, le linge de table de maison? Ça, c'est une vraie question parce que je me suis demandé, moi, à un moment, si tu veux, depuis le début, j'étais attirée partout et j'avais décidé de me lancer dans les bijoux parce que je m'autoproduisais au départ, enfin même toujours, mais surtout, je me disais, le bijou, c'est encore quelque chose que je peux absorber financièrement, ça prend pas trop de place en termes de stock. Donc, j'avais commencé avec les bijoux, mais j'avais encore une frustration parce que je voulais tellement faire plein de choses. Et quand je suis arrivée en Inde, donc j'avais cet atelier de fabrication de bijoux. Et puis j'ai commencé à fouiner partout et tu avais des ateliers avec des savoir-faire, mais dans tous les domaines. Le textile, le bois, la peinture, la céramique. Et c'était d'autant plus frustrant, tu vois, de ne pas pouvoir faire travailler ces savoir-faire et développer des choses pour moi avec eux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était à la fin du confinement. Moi, sur Instagram, et c'est vrai que cette période de confinement, comme beaucoup de marques, je crois, elle m'a beaucoup aidée parce que les gens ont beaucoup passé de temps sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et sur Instagram, je postais beaucoup de mes tables. Mais à l'époque, qui n'étaient pas avec mes produits, mais des tables que je faisais pour me faire plaisir, même si on n'avait pas le droit d'inviter des gens, mais pour ma famille, etc. Et en fait, à la fin du confinement, c'est la grande épicerie de Paris qui m'a contactée parce qu'en fait, ils cherchaient des créateurs qui n'étaient pas dans le domaine de l'art de la table pour créer une petite collection pour la fête des mères, une capsule. Et ils m'ont dit, on a vu passer votre Instagram, on a vu que vous aviez une sensibilité, est-ce que vous auriez moyen de développer une petite capsule? Et là, je me suis dit, c'est un signe de la vie. Voilà, allons-y. Et je suis repartie en Inde développer cette capsule. Et puis, je m'étais dit, voyons, je pensais que ça resterait provisoire, juste une petite capsule éphémère. Et déjà, je me suis tellement éclatée à faire ça. Mais tout d'un coup, tu sais, c'est comme, moi, je peux me lasser assez rapidement d'un domaine. J'ai besoin d'être nourrie par autre chose. Donc, tout d'un coup, je découvrais la complexité, la technicité des impressions en Inde, de la confection, la céramique. Je découvrais tout le processus créatif. J'étais tout feu, tout flamme, quoi. J'avais envie de tout faire. Bon, en même temps, je me prenais des claques parce que c'est très difficile aussi, ces savoir-faire artisanaux. Et qu'est-ce qui est difficile? Par exemple, tu vois, les assiettes, l'utilisation des pigments. Moi, j'avais fait une collection, je la voulais dans un rouge très vif. Et le pigment rouge qu'on utilisait sur la céramique, une fois qu'on le passait au four, une fois sur deux, l'assiette, elle ressortait terracotta. C'était pas moche, mais c'était pas du tout l'esprit que je voulais donner à ma collection, ça me ressemblait pas. Et il fallait du coup gérer un niveau de cuisson, réintégrer des pigments. Et ça, on l'a fait avec mes ateliers, tu vois, qui n'avaient pas l'habitude de travailler des pigments aussi saturés. Parce que moi, je demande toujours ça. Même chose sur le textile. La saturation, moi, je demandais à saturer vraiment énormément les couleurs que j'utilisais sur mes nappes. Alors qu'en Inde, pourtant, il y a beaucoup de couleurs. Mais c'est vrai que sur l'impression sur coton, ça aspire les pigments. Et tu perds toujours un peu en densité. Ça devenait un petit peu plus... Alors moi, je dis fade, mais en fait, c'est pas fade. C'est juste plus doux. Mais ça ne me correspondait pas. Donc, on a eu plein de choses comme ça. Par exemple, les Indiens, ils dessinent parfaitement
tous les motifs floraux, tu vois, que ce soit sur le textile ou la céramique. Et puis à un moment, moi, je voulais faire des contrastes avec des bordures très géométriques. Donc, je dessine sur les assiettes un espèce de damier. Je voulais faire un mix entre une influence indienne et les tables de bistrot parisiennes, les nappes à carreaux rouge et blanc. Donc, j'avais fait sur les nappes et sur les assiettes cette espèce de bordure, un damier rouge et blanc. Je me dis, il n'y a rien de plus simple, tu vois, c'est un damier et t'alternes les couleurs. Les couleurs débordaient dans tous les sens sur les lignes géométriques parce qu'en fait, quand ils appliquaient leur tampon de bois sur les nappes, en fait, tu t'en rends pas compte, mais sur les motifs floraux, si ça déborde un peu, c'est tout de suite recouvert, donc tu vois pas les petites irrégularités ou très peu. Mais sur un motif géométrique, tu la vois immédiatement. Donc tu vois, il y a plein de choses que j'ai apprises comme ça, mais moi j'aime bien parce que j'ai soif d'apprendre, tu vois. Et donc cette capsule a été vraiment une opportunité merveilleuse. Et bon, évidemment, j'ai posté sur Instagram. En plus, j'étais en Inde, c'était la fin du confinement, tout le monde était sur Insta. Il y a eu une émulation folle, mais folle. Et là, on m'a demandé, mais Caroline, il faut en faire plus, etc. La capsule, elle a vraiment très très bien marché. Et ça a fait effet boule de neige. Le Bon Marché a vu ça et m'a dit, au départ, on voulait vous contacter que pour les bijoux, mais finalement, venez avec tout votre univers et développez même plus de choses. Et là, je suis arrivée. Du coup, j'ai lancé un peu de prêt-à-porter aussi, des trousses, des cabas. Enfin, mais là où j'avais peur de m'éparpiller en me disant, bon, les gens vont pas me comprendre, la créatrice de bijoux qui tout d'un coup propose des nappes, des assiettes, des pyjamas, où elle va. Et en fait, cette cohérence est restée parce qu'il y avait ce fil rouge partout, avec cette utilisation très forte des couleurs, des motifs, un univers très foisonnant. Et ça n'a dérouté personne. Et au contraire, aujourd'hui, tu vois, parfois, je suis contrainte de limiter des productions sur la vaisselle ou sur le... Et en fait, les gens me le réclament en me disant, mais moi, j'étais venue acheter un bijou et je voulais des assiettes, il n'y a plus d'assiettes. Enfin, tu vois, il n'y a pas d'incohérence, c'est un univers aujourd'hui. Tu parles du Bon Marché, je fais une parenthèse, t'es vendu en exclu au Bon Marché. Oui, en exclusivité. Et sur ton site. Et mon site internet, ouais, exactement. Et bientôt un pop-up, on peut en parler. Ouais, bien sûr. Il y a une boutique qui te revend à Londres. Ouais, chez Fortnum & Mason. Et tu vois, c'est un grand magasin qui fait beaucoup, beaucoup d'alimentaire. Et ils m'ont demandé les bijoux, c'est marrant. Et ils ont commencé, et là, ça se passe très bien. Un univers super coloré aussi, qui me correspond très bien. Et aux États-Unis, ouais, on va lancer là, fin mai, début juin, je croise les doigts. Attention, la classe. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est... Après, tu sais, dans ces aventures créatives, un pop-up à New York chez Bloomingdale's. Ouais. Et tu sais, je pense que dans ces aventures créatives, tu as des petits kiffs aussi personnels, tu as des petites choses qui te font rêver. Tu gagnes pas forcément d'argent, mais ça t'anime. Et les États-Unis ou à New York, ça me faisait vraiment rêver. J'en reviens juste sur le savoir-faire artisanal parce qu'on se dit fabriquer en Inde, on ne sait jamais trop. Toi, tu choisis tes ateliers, comment tu travailles ? Oui, alors et puis j'en ai épuisé plus d'un des ateliers parce que l'Inde, c'est merveilleux. On est d'accord, c'est pas du tout le même atelier selon même les types de bijoux, etc. Non, alors si, sur les bijoux, j'ai un seul atelier, mais qui est un très gros atelier qui fait à la fois, qui travaille tous les matériaux, l'argent, le laiton et l'or, et qui a plein de départements et du coup avec qui je peux travailler vraiment sur tous les domaines. Mais effectivement, j'ai un autre atelier pour le textile, j'ai un autre atelier pour la céramique, j'ai un autre atelier pour le métal et un autre pour le bois. Et ils ont tous des dimensions très différentes. Bon, les bijoux qui sont quand même une grosse partie de mon activité, c'est un gros atelier. Et les autres, c'est des tout petits ateliers. Mais avant de les trouver, j'en ai essayé plusieurs. Parce que l'Inde, c'est merveilleux, mais t'as aussi des ateliers qui sont pas assez sérieux, entre guillemets, qui sont capables de te sortir quelques prototypes merveilleux, mais qui peuvent pas suivre une production avec des quantités un peu plus importantes de manière régulière. Ouais. On passe au salon. Tu nous parlais tout à l'heure des couleurs de ta cuisine, etc. Est-ce qu'on manie les couleurs de la même manière, tu sais, sur les murs que avec l'art de la table dont tu nous parlais ? Alors, je pense que je me permets beaucoup plus de liberté sur l'art de la table, déjà parce que c'est quelque chose d'éphémère, donc tu prends pas tellement de risques et tu peux t'en donner à cœur joie parce que ça va durer le temps d'un déjeuner ou d'une soirée. Et c'est vrai que sur les murs et dans ton décor, il faut quand même faire attention de ne pas partir sur des choses qui soient
trop agressives à l'œil, qui vont être spectaculaires, même dans une chambre d'hôtel. Dans un hôtel, tu peux te permettre, tu vois, ces extravagances un peu poussées avec des couleurs très denses sur les murs. Mais au quotidien, je pense que ce serait un peu fatigant. Moi, je pense que, en tout cas, moi, la couleur omniprésente dans un appartement, je vis avec, je l'assume totalement. Mais c'est vrai que je pars de cette base, c'est que sur les murs, j'ai un fond de couleur qui reste dans des tonalités moins denses. Et après, en revanche, je me fais plaisir sur le textile et les objets de décoration qui, là, peuvent être dans des rouges très vifs, un jaune citron, mais par touche. Donc, on va dire que sur la table basse, il y a ton livre, Colorissima, dont je parlais en intro. Comment tu as eu l'idée du livre ? Alors écoute, l'idée, c'est pas la mienne au départ. Ça, c'est drôle, mais c'est aussi, tu vois, la magie des rencontres sur Instagram. C'est Leslie Gaugois, qui est journaliste culinaire, qui me suivait sur Insta, mais moi, je la connaissais pas. Et un jour, j'étais en Inde et elle m'a envoyé un petit message avec la plus grande spontanéité du monde en me disant qu'elle adorait ce que je faisais. Elle me dit, écoutez, je vous contacte, j'ose. Je travaille dans le domaine culinaire, j'écris plein de choses sur la cuisine. Je me suis dit qu'il y avait un truc à faire avec vous, est-ce qu'on peut se voir à Paris ? Et j'ai trouvé ça tellement spontané. J'adore les gens spontanés, tu vois, qui sur un coup de tête, à 22h, t'envoient ce genre de message. On s'est vu à mon retour d'Inde, on a tout de suite accroché. Et en discutant de fil en aiguille, on s'est dit, tiens, il y a un truc à faire sur le déploiement de la couleur, aussi bien sur l'art de la table que sur tu pousses jusqu'aux recettes. Ouais, voilà. Donc sur le rose, par exemple, je décris pour les auditeurs, Ouais. tu peux avoir une assiette rose dans laquelle tu as mis du saumon qui est rose et du riz que tu as teinté Exactement, rose. Enfin, ou une teinté, assiette de pâtes complètement rose. Et alors moi, je suis pas du tout une grande cuisinière. C'est bon, mais c'est assez simple. Tu vois, je m'engage pas dans des choses sophistiquées. Leslie, alors c'est une vraie experte parce qu'elle a écrit beaucoup de livres pour des grands chefs. Et alors, elle a pris un plaisir fou à imaginer. Et c'est pas évident comme exercice. Voilà, une dizaine de recettes par couleur qui sont de la couleur de la table. Et plein de tips autour de chaque couleur par chapitre. Exactement. Des tips, alors avec les ingrédients de la couleur rose que vous pouvez utiliser, les petits tips pour colorer vos plats. Et c'est génial. Et moi, je l'ai fait effectivement pour plusieurs dîners depuis qu'on a sorti le livre. Ça fait marrer les gens en plus, tu vois, parce que c'est spectaculaire. Il y a un côté très théâtral quand tu arrives avec ton entrée toute rose sur ta table rose et ça ajoute encore plus. Mais ton livre, il est dingue. Et alors, je feuilletais et j'étais avec des amis, on le feuilletait et on s'est dit, mais il y a un truc de différent par rapport aux livres un peu livres déco ou même un peu recettes. Et en fait, on s'est dit, il n'y a pas de blanc. Toutes les pages sont en couleur. Enfin, le fond est en couleur, le texte est sur de la couleur, les recettes sont en couleur. Il n'y a pas une touche de blanc, on est d'accord ? Non, mais alors, t'as vraiment l'œil parce que tu peux pas savoir. Ça fait tellement écho à mes échanges avec Hachette, donc qui a édité le livre. Parce que moi, je savais pas comment tu fabriquais un livre. Et là, j'ai encore appris énormément. Et j'ai participé entièrement à la confection du livre. Si tu veux, tu as deux façons de faire. Soit tu donnes un peu carte blanche avec tes lignes directives à une styliste, un photographe, tu donnes tes objets et puis tu laisses un peu faire. Et sur la mise en page, les équipes d'Hachette, tu vois, ont une DA qui peut s'occuper de la mise en page. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs au départ. Bon, moi, j'étais là sur tous les shootings, j'ai fait les mises en scène, j'étais avec une photographe, une styliste culinaire, on s'est éclatés. Enfin, je vais pas en parler des heures, sinon on ne terminera jamais. Mais c'était une période exceptionnelle. Et après arrive la phase de la mise en page. Et là, donc, Hachette me propose une première maquette. Et je vois les recettes sur des fonds en page blanc. Alors, ils avaient mis quand même des touches de couleur pour faire écho aux photos. Puis je me dis, mais non. Mais c'est pas moi. Et en fait, un week-end, j'ai passé 2 jours. J'étais avec mon iPad. En plus, j'ai pas du tout les outils de mise en page. J'ai tout recoloré. J'ai pris des imprimés de mes nappes. J'ai pris des motifs géométriques. J'ai mis toutes les couleurs. Et j'ai créé artificiellement un chapitre en disant, voilà à quoi je veux que ça ressemble. Et puis bon, tu sais, t'es pas toujours en position de force. Hachette a une énorme expertise. Je me suis dit, ils vont me dire, mais non, mais ça va être illisible, on va pas réussir à lire les recettes ou les textes. Et ils m'ont dit, en fait, je crois que ça les a vachement amusés. Et la DA s'est éclatée. À partir de là, paf, ils m'ont déroulé leurs propres propositions aussi en reprenant tous mes imprimés. Et on s'est éclatés tous ensemble à faire ça. Mais effectivement, je crois que j'ai un problème avec le blanc, tu vois, j'en ai mis nulle part dans mon livre, il y en a nulle part dans mon appartement.
j'y arrive pas. Ouais. Non, c'est vraiment un très beau livre. Et il y a quelque chose qui m'a marqué aussi, c'est qu'il y a de très nombreux remerciements sur l'investissement des uns et des autres. Et tu montres à quel point ils sont touchants, tes remerciements. Moi, normalement, je les lis un peu de travers, mais j'aime bien voir quand même. Et là, c'est vraiment assez dense. Tu fais comprendre que c'est beaucoup de travail, écrire un livre. Parce que, en fait, je crois que... Mais parce que je m'en suis rendu compte moi-même en le faisant. Même moi, avant, si tu veux, je suis comme toi. Je ne faisais pas particulièrement attention ni aux remerciements, ni aux personnes qui participaient à la rédaction d'un livre. Mais pour l'avoir vécu, on a travaillé, tu vois, on s'est enfermé pendant des jours et des jours avec une styliste culinaire, une photographe. On a shooté des journées entières, mais jusqu'à épuisement. On sortait de ces séances-là, on était rincés. Et j'ai travaillé avec des personnes, parce que moi, c'était mon bébé. Donc c'est normal, tu vois, que je m'investisse. Mais j'étais avec une photographe et une styliste, qui étaient sur cette mission-là, mais qui en ont 1000 autres. Et en fait, quand elles ont vu, je crois, l'investissement que je mettais dans ce livre, l'énergie, la passion, elles ont joué le jeu comme moi. Et ça les a... Et là, je te parle du pouvoir des couleurs. Elles n'avaient pas, je pense, tellement l'habitude, enfin, c'est Emmanuela et Audrey, de travailler avec autant d'objets, autant de couleurs, autant d'éléments. Parce qu'elles font beaucoup de livres de cuisine où tu vois souvent le plat, il est plus présenté dans un contexte très épuré. Et là, moi, je noyais tout. Je disais, non, mais le plat de pâtes, je veux qu'on le noie dans un flot de fleurs. Cette assiette-là, pas d'assiette blanche, on met une assiette avec des motifs. Et je crois que ça les a surmotivées. Donc, elles sont rentrées complètement dans mon espèce d'énergie. Mais oui, j'étais très reconnaissante parce que je sais qu'elles ont bossé 2 fois plus que ce qui était écrit sur le papier. Et la DA d'Hachette, c'est pareil. Ils ont bossé 2 fois plus sur ma mise en page. Et oui, moi, je suis quelqu'un de très reconnaissant parce que j'ai une valeur chez moi qui est très importante, c'est le travail et l'investissement personnel. Et je trouve qu'il n'y a pas tant de personnes que ça qui se donnent à fond. Et quand tu te donnes à fond en plus pour un domaine qui n'est pas forcément le tien ou pour une personne qui n'est pas toi, je trouve ça d'autant plus beau. Donc, j'étais dans... Puis tu sais, je suis excessive, tu vois. Enfin, je suis excessive dans tout. Je parle fort, je ris fort, j'utilise plein de couleurs. Mais même dans ma manière de remercier, je suis toujours très excessive aussi. Non, mais attends, c'est super de faire ça. Alors, on va balayer rapidement oui, très. un petit peu les couleurs parce qu'on adore tous avoir des infos sur les couleurs, ce que ça nous apporte, les ressentis. Je crois que dans ton livre, tu commences avec le vert. Pour toi, le vert, c'est la couleur de quoi ? Qu'est-ce que ça apporte ? Alors, moi, le vert, c'est l'énergie, c'est la couleur de mère nature, c'est la couleur de l'espoir. Pour moi, je l'associe vraiment à la nature. J'ai besoin de la nature pour vivre, enfin comme beaucoup de personnes, mais c'est ce qui va m'apporter, c'est ma vitamine. Et je trouve que le vert, c'est une couleur vraiment universelle. Il n'y a pas beaucoup de gens qui n'aiment pas le vert, et aussi bien en décoration que dans l'art de la table. Ça va être vraiment, c'est la vie. Ouais. Le rose, c'est une de tes couleurs préférées, tu disais tout à l'heure. Maintenant, ouais. Ah, en ce moment. Ouais. Ah oui, c'est drôle. En ce moment, je suis très, très rose. Et c'est marrant, j'ai relu un livre il n'y a pas longtemps là, de Matthew Williamson qui parle de sa passion pour le rose. Et je me retrouvais complètement avec ça. En fait, le rose, moi, ça me met en joie. Je vois du rose, je sais pas, je trouve tout... Alors, elle est douce, cette couleur, et en même temps, elle est ultra vivifiante. Et comme elle est singulière, parce que les gens n'osent pas l'utiliser, je l'aime pour ça. Elle est originale. Oui, pour toi, elle est plus originale que naïve. Ouais. Ah, je la vois pas du tout naïve. Je trouve que je pense que la majorité des gens la voient comme naïve. Oui, elle a cette étiquette qui lui colle à la peau. Le rose, encore des petites filles. Je fais bien rose. Mais tu vois, le rose, c'est tellement beau. Moi, je suis fan. Et en plus, je trouve que c'est une couleur qui se marie avec énormément de choses. Avec quoi, par exemple ? Du rouge, du rose avec du bleu, du rose et du vert, du rose et du orange, du rose et du jaune citron. Tout, finalement, même presque avec toutes les couleurs, elles se marient très bien. Et ben justement, tu as un chapitre jaune et orange. Le jaune, c'est quoi ? C'est le soleil, c'est l'énergie. Oui, c'est l'énergie. Et puis en Inde, j'aime bien l'interprétation qu'ils ont de cette couleur, c'est la lumière divine. C'est une couleur qui est très spirituelle. Ouais. Et tu disais le orange, tu trouves ça raffiné ? C'est marrant, c'est pas ce qu'on se dit en premier. Et ben moi, je pense que c'est un peu mon influence Hermès, mais c'est vrai que c'est la couleur aussi d'Hermès, donc je l'ai tellement vu en plus utilisée dans des cadres exceptionnels que ça m'influence forcément. Mais c'est depuis que je le pratique, sur mes nappes, j'ai trouvé que tout d'un coup le motif prenait une allure plus sophistiquée avec du orange
que par exemple avec du bleu ou du vert. Mais c'est des couleurs qu'on a peut-être plus de mal à utiliser en hiver, notamment, qui est peut-être mais regarde une saisonnalité, non ? Ouais, mais regarde le orange, il est assez double parce que ça peut évoquer l'été, le soleil couchant, les abricots, les oranges, mais en même temps, c'est la couleur des potirons, des feuilles de l'automne. C'est une couleur aussi très hivernale. Voilà, et puis tu pars plus sur des nuances terracotta, et regarde, le terracotta redevient complètement à la mode. Et le terracotta et le rose, c'est très joli aussi. Oui, c'est vrai. Ouais. Alors, il y a le bleu et violet que tu as mis ensemble aussi. Ouais. Pour toi, le bleu, c'est la couleur facile. Ouais, pour moi, c'est la couleur que tout le monde aime. C'est vraiment c'est un peu la couleur quand on prend pas de risque. Mais moi, tu vois, j'ai pas mon salon en bleu parce qu'aujourd'hui, t'as une variété enfin, aujourd'hui, t'as toujours eu, mais même dans les peintures, t'as une variété de bleu immense qui te permet de faire des choses vraiment très, très délicates. Et le violet, j'aime bien. Alors, je sais qu'il y a pas beaucoup de personnes qui aiment cette couleur. C'est pas non plus la couleur que j'utilise le plus facilement, mais j'aime bien l'utiliser en petite touche. Je trouve qu'elle a une part de mystère qui me plaît bien. Oui, c'est puissant. Ouais, c'est très puissant, ouais. Et tu as tout un chapitre multicolore. Ça te vient de l'Inde, j'imagine. Ouais. Et tiens, je te parlais de Matthew Williamson, et c'est drôle parce que je lisais que lui aussi, il a eu un déclic vraiment quand il est allé en Inde, mais j'ai ressenti exactement la même chose parce qu'il disait, en Inde, en fait, c'est le pays où vous voyez toutes les couleurs mélangées ensemble et vous n'avez aucune... Il n'y a pas de non-harmonie dans tout ça, ça vous paraît au contraire complètement fluide. Tu vas avoir du orange, du rose, du rouge, du bleu, du jaune et tout va bien ensemble. Alors, c'est pas facile je trouve, de mixer plein de couleurs ensemble, mais tu vas en Inde, ça te choque pas du tout et tout d'un coup, tu te dis, mais oui, tout est possible en fait. Ouais. Parle-nous de ta passion pour l'Inde. Qu'est-ce qui te plaît tant en Inde ? Alors, je pense que déjà, c'est un pays qui est complètement unique. Moi, j'ai pas mal voyagé et c'est la première fois où j'ai été autant déstabilisée. Alors, c'est un choc émotionnel déjà, parce que c'est un pays c'est un pays de contraste immense. Donc, tu côtoies autant la plus grande misère que le raffinement le plus exquis. Mais il y a une spiritualité commune aux Indiens qui est ultra touchante. Donc, c'est un pays qui est très religieux. Ils ont 1000 dieux. Enfin, c'est impressionnant le nombre de dieux, le nombre de fêtes religieuses qui sont organisées, vénérées et respectées par tous. Dans t'as plus de castes aujourd'hui, mais bon, concrètement, tu as quand même une vraie hiérarchie de la population. Et ils ont une espèce de joie de vivre commune parce qu'en fait, pour eux, ils te rappellent à l'essentiel. Ils ont beau vivre à 6 dans une pièce et avoir le même repas 3 soirs de suite. Tout ce qui compte, c'est qu'ils soient en bonne santé et que leurs enfants soient en bonne santé et trouvent leur bonheur dans des choses très simples. En fait, ça te ramène vraiment à l'essentiel et ça, spirituellement, moi, ça m'a vraiment bouleversée. Et puis, c'est un pays, tu vis des choses, mais que tu vivrais jamais ailleurs. Enfin, j'ai mis l'anecdote en tête, on n'a pas le temps, mais en fait, je me suis sentie vraiment vivante en allant dans ce pays parce que j'ai jamais eu de choc émotionnel aussi fort. J'en ai eu, tu vois, des grandes joies, que ce soit dans ma vie professionnelle ou personnelle. Mais là-bas, j'ai eu des montées d'adrénaline. Mais c'est physique, c'est chimique, hein. Sur des choses simples, en plus. Ouais, sur des choses très simples. Même des paroles, même des discussions, tu vois, avec un chauffeur de tuk-tuk ou un serveur qui vient s'asseoir à côté de toi et qui te parle de l'éducation de sa fille. Enfin, t'en as les larmes aux yeux. Mais dans les deux sens, hein, de bonheur et d'émotion. Ouais, c'est un pays bouleversant. Et puis après, créativement, enfin moi, en fait, là où je crée le plus, c'est en Inde. Ton regard peut se poser sur n'importe quoi, ça t'inspire. Et puis, tu as je pense encore ce pouvoir des couloirs qui est partout, sur les portes, sur les camions, sur le sol, sur les maisons les plus délabrées. Tu as une façade rose, une façade bleue. Ça te met tout de suite en joie. Et ça, c'est le pouvoir des couleurs. C'est vraiment... c'est vitalisant. Ouais, je vais te titiller un peu. On entend parfois quand même des témoignages de personnes qui n'ont pas forcément aimé. Ah oui, pour qui ça a été le choc inverse, qui se sont sentis étouffés. Et Je pense que tu l'adores ou tu la détestes, l'Inde, parce que... mais je vais te dire, moi, la première fois, je suis vraiment arrivée à Delhi avant Jaipur. Et Delhi, j'ai détesté, je me suis sentie mal. Je sors dans les rues, population exclusivement masculine, des regards un peu durs, plus la petite blonde, tu vois, qui arrive et qui se balade
un peu naïvement. C'est très violent. C'est une population encore qui est restée très, très masculine, où la situation de la femme, tu vois, elle progresse vraiment très lentement. Et effectivement, et puis bon, la misère est ultra présente. Hein, ça peut te bouleverser, te paralyser. Mais je pense que c'est les rencontres que tu fais là-bas et c'est en discutant avec les gens que tu apprends à comprendre le pays. Si tu y vas juste en touriste et tu te prends ça en pleine tête, c'est violent. Et je comprends tout à fait les personnes qui se sentent... Puis t'es sans repère hein, là-bas. T'as pas tes repères occidentaux. Oui, donc, hors du temps. Ouais. On va aller dans la cuisine. On retourne dans la cuisine. Je voudrais faire un lien. Tu vas sortir toute une collab avec Monoprix où il y aura beaucoup d'art de la table. Ah non, il y a des vêtements aussi. Ouais. Comment s'est passée cette rencontre ? Écoute, ça, c'est encore un des petits mystères de la vie et bonheur des réseaux sociaux aussi, parce qu'en fait, j'ai été contactée par Monoprix sur Instagram. Mais tu vois, c'est pour ça, je pense que Instagram, c'est quelque chose, quand t'as pas beaucoup de moyens, quand t'as pas de possibilité de communiquer sur ce que tu fais. Là, c'est une fenêtre ouverte au monde et tu sais jamais qui te regarde. Et voilà, Monoprix, en plus, moi, c'est vraiment une belle histoire parce que je suis une fan des collabs Monoprix, mais depuis très longtemps. Je collectionne les pièces chez eux et quand ils m'ont contactée, j'étais tellement heureuse parce que tout d'un coup, moi qui travaille vraiment seule, alors j'adore ça, mais parfois c'est dur, tout d'un coup, j'étais accompagnée par une équipe passionnée, avec une expertise de dingue et en plus qui travaillait avec l'Inde, donc tout faisait sens et donc voilà, ils m'ont proposé sur Instagram. Moi je dis je suis évidemment à fond partante et puis ils m'ont demandé ce que je voulais faire. Et moi, je leur dis, dites-moi, est-ce qu'il y a peut-être des axes ? On peut tout faire, hein, Caroline, vous avez fait un peu de tout, allons-y, faisons de tout. Et effectivement, du coup, on s'est lancé dans une collection art de la table, linge de table, vêtements, prêt-à-porter, femmes, enfants, bébés. Et puis un petit peu d'objets de petit mobilier de décoration. Et c'est une aventure fabuleuse. Je crois que tu vois, ça fait partie de mes plus belles aventures créatives depuis que je me suis lancée. Ouais, parce que je crois que c'était très long. Ça prend un an et demi de travailler une collab comme ça. C'est des très longs développements. Et puis, effectivement, on a pas mal de références. Et puis, c'est comme partout. Là, on travaille avec l'association de femmes indiennes avec laquelle Monoprix collabore depuis des années. C'est une histoire absolument merveilleuse. Des femmes en reconversion parce qu'elles sont des femmes que cet atelier essaye de sortir des bidonvilles qui sont dans des situations extrêmement précaires et qu'ils forment au métier du textile, même au métier administratif. Et moi, je les ai rencontrées sur place et tu te prends, tu vois, on parlait de choc émotionnel. Ils m'ont ouvert les portes de l'atelier. Là, tu as 300 femmes qui t'ouvrent les portes en chantant avec une bougie, qui te mettent des colliers de fleurs et tu vois dans leur regard, tu vois aussi la souffrance qu'elles ont connue, l'espoir qu'elles mettent en toi. Tu peux, là, pareil, effet chimique, il y a un truc qui remonte du bas du ventre, ça te fait sortir les larmes. Pourtant, j'étais allée plusieurs fois en Inde, j'avais jamais ressenti ça. Donc et ça a participé vraiment, tu vois, à cette aventure à la fois créative et émotionnelle, magnifique avec Monoprix. Ouais, je suis très heureuse. Et là, tu as pu déléguer, comme tu disais, la production, voilà. qui est quand même quelque chose ça, qui prend beaucoup de temps. Qui prend beaucoup de temps, qui peut être déprimante aussi, hein, la production. Je pense que ça c'est pour tout le monde. Et là, effectivement, moi, je dessinais, je faisais les fiches techniques pour une partie et après, c'était les équipes qui géraient tous ces aspects-là. Donc et puis, c'est une équipe très respectueuse qui ne sortira pas un produit si tu n'es pas complètement en phase avec, tu vois, le développement parce que tu as toujours des adaptations techniques. Et non, ils sont fabuleux, ouais. On monte d'un étage, on va dans ta chambre, Ouais. la suite parentale. Il y a quoi sur ta table de chevet ? Alors, il y a un bazar pas possible. Plein de magazines déco, plein de bouquins, du parfum, des bijoux posés un peu en vrac. J'essaye de la ranger régulièrement, mais j'ai toujours un joyeux brouhaha. Mais en fait, dont j'ai besoin qui me rassure aussi, tu vois, pour dormir. Parce que alors, je suis pas une couche tard, je suis une lève tôt. Mais c'est vrai que moi, j'ai un mari qui est souvent absent et je passe le soir, c'est mon petit refuge, tu vois, quand j'ai couché tous les enfants, quand tout s'est un peu apaisé. Et j'aime bien faire plein de trucs en même temps. Donc souvent, j'ai encore mon iPad parce que je travaille souvent dans mon lit. Je continue à dessiner, je réponds à des messages. J'ai un bouquin, je lis souvent 2 bouquins en même temps. Les magazines déco sont toujours ouverts parce que je me laisse porter par tout ça. Donc parfois, ça va un peu... Je me dis, mais...
Il n'y a rien d'apaisant dans ta démarche nocturne. Et puis, à un moment, je m'écroule, mort de fatigue. Mais ouais, c'est plutôt Et ça, elle est ma de quelle chambre. couleur, ta chambre? Alors, là, je me suis un peu inspirée des codes britanniques. J'avais envie d'une petite chambre très cosy, mais pareil, avec un mix and match. Elle est dans les tons roses et verts. Donc, j'ai des murs roses, j'ai des plinthes vertes, portes vertes, et puis j'ai un très beau papier peint, un peu style anglais, british, à moitié végétal et fleuri. Et j'ai aussi un papier peint à rayures. Ouais, il y a un peu de tout dans ma chambre. Et alors, tous tes bijoux qui doivent être très nombreux, tu les ranges où? Est-ce qu'ils sont cachés? Est-ce qu'ils sont exposés? Comment Alors, en fait, dans mon bureau, parce que j'ai un étage sous ma chambre où là, j'ai un espace bureau où je déploie un peu tout ce que j'ai. Donc, j'ai des bijoux qui traînent partout. Non. Alors, moi qui suis pourtant hyper ordonnée, mais c'est vrai que sur mon espace de travail, il y a des bijoux qui sont posés un peu partout, que j'ai besoin de voir régulièrement. Et après, j'ai chiné comment t'appelles ça, des commodes, mais tu sais, verticales, le mot m'échappe aussi. Chiffonniers? Des chiffonniers, avec plein de tiroirs. Et mes bijoux sont un peu classés par année, parce que j'aime bien garder tout ce que j'ai fait, même des choses que j'ai moins bien aimées, tu vois, parce que ton goût évolue aussi. Donc, ils m'entourent, ils sont un peu partout. Et j'ai 3 chiffonniers pleins à craquer, effectivement, comme ça. Ouais. Plus des plateaux de bijoux disposés dans les étagères. Non, je cache rien. Non. Et comment tu travailles? Est-ce que tu as un procédé créatif particulier et puis la création représente combien finalement en pourcentage de ton activité? C'est ça ma grosse frustration, c'est que c'est pas la plus grosse part, tu vois, de mon activité, parce que je suis rattrapée par toute la partie entrepreneuriale et cette partie business que je fais un peu à contre-cœur. Non, la création, et en fait, je m'impose des phases de création à peu près une fois par mois. Ou pendant 3 jours intensifs, mais il faut que je m'enferme dans ma bulle et que je fasse rien d'autre. Je ne fais que ça. Alors, c'est vrai que quand je pars en Inde, comme je pars toute seule, j'essaie d'y aller 3 fois par an. Je crée intensément quand je suis là-bas, beaucoup plus qu'à Paris. Et du coup, j'arrive à produire énormément de choses. Mais là, comment ça se passe? Je crois que ça démarre même dans l'avion. Je rentre dans ma bulle, j'essaye de fermer mon esprit à tout ce qui a pu le polluer quand je suis dans mon quotidien. Je sais pas comment elle vient. Tu crées là-bas, c'est intéressant. Ouais. Tu fais pas tes dessins Allez, j'essaye. à Paris. Alors, mon atelier déteste ma façon de procéder parce qu'il me dit, mais quand tu viens sur place, on devrait déjà avoir tes dessins pour te montrer les prototypes. Mais j'ai vraiment du mal à Paris à me mettre dans cet état de bulle créative. En fait, je suis un peu en transe créative quand j'essaye de monopoliser mon cerveau. Mais j'en parlais avec ma mère qui a écrit des bouquins et je trouve que dans l'écriture, c'est la même chose. Tu dois complètement faire basculer ton esprit. Enfin, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Dans une autre dimension. Sinon, je n'y arrive pas. Je peux pas dire, tiens, ce matin, je vais créer de 9h à 10h et puis à 11h, je fais mon rendez-vous. Je n'y arrive pas. Et en Inde, comme je suis pas poliée par le reste, je suis loin de tout, je peux rien gérer, ni pour les enfants, ni pour la logistique. Je sais que... Et quand tu es seule, quand tu t'isoles, bah, tu sais, tu as tendance à devenir un peu zinzin même. Hein. Ton cerveau, il tourne en boucle. Et moi, je suis un peu folle quand je suis en Inde. Et je veux voir personne, je veux pas voir de Français ni rien. Je veux rester dans cette espèce de bulle qui est épuisante. Je rentre. Mais à un moment, c'est ce que je disais, c'est un muscle, la création. Et à force, tu vois, tu as une vague idée en tête. Tu sais que tu veux faire ce style de bijoux, mais tu l'as pas encore concrétisé. Et à force de le mûrir, t'en rêves la nuit, et puis paf, t'arrives, tu te lèves le matin, ça y est, je l'ai. Moi, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Après, ça, c'est sur les bijoux, parce que je cherche toujours des choses un peu ingénieuses, un peu complexes. Sur le textile, maintenant, je sais pas, j'ai pris une espèce d'habitude. Je suis dans mon atelier, je vois un motif de fleurs, tout d'un coup, ça rebondit tout de suite. Je rentre, je dessine, je l'envoie. Ça va très, très vite. Et le jeu des couleurs, alors maintenant... Avant, je passais des heures et des heures à me décider sur, tu vois, quelle harmonie de couleurs. Maintenant, je sais. Ça, c'est une gymnastique qui est acquise. Mais oui, c'est rentrer dans cette bulle créative pour chaque processus créatif, ça demande un effort et j'ai pas réussi encore à le faire à Paris. Oui, mais c'est peut-être ça qui fait ta différence et peut-être. Fonctionne bien comme ça. On va dans ta salle de bain. T'es team douche ou bain? À douche. Ah ouais, non, je crois que j'ai pas pris un bain depuis des années. Et alors, qu'est-ce que tu dis le matin avant d'affronter une grosse journée, quand tu te vois devant le miroir? Tiens, c'est marrant que tu poses la question, parce que quand je parlais d'Amélie Nothomb, ça m'avait frappée, elle disait dans un interview que le matin, quand elle se levait, qu'elle se regardait dans le miroir, elle se disait « Oh, ça va être dur encore cette journée ». Et
moi, jusqu'à il y a peu de temps, j'étais pas du tout dans cette démarche-là. Moi, je suis une matinale, j'adore chaque nouveau jour est un nouveau jour. J'avais une énergie de dingue. Et là, tu vois, depuis 2-3 ans, mais parce que je pense que j'ai trop bossé, je trouve le réveil un peu dur en ce moment. Et je me dis, allez, faut se remotiver, faut retrouver l'énergie. Je me donne un peu des claques, tu vois, ce que je faisais pas du tout jusqu'à présent. Avant, vraiment, je me levais, j'étais trop contente. Je sais pas, c'était chaque jour est nouveau. Oui, mais tu es sur tous les fronts, tu travailles seule. Tu nous l'as pas dit encore. Non, je travaille seule. Je travaille seule et en fait, j'externalise beaucoup de choses. Donc, j'ai un logisticien, j'ai une agence internet pour mon site. J'ai une équipe de vendeuses, tu vois, par exemple, au Beaumarchais, mais qui sont gérées aussi par quelqu'un. Mais je suis en back-office surtout, tu vois, et la prod, la créa, le design, les fiches techniques, tout. Et oui, je pense qu'en fait, j'en parlais même avec mon mari il n'y a pas longtemps, je crois que c'est normal, si tu veux, au bout de 6-7 ans, d'arriver un petit peu à un niveau de saturation aussi physique. Mais en fait, je ne le vois pas du tout comme quelque chose de négatif. Je pense que c'est important que ça m'arrive maintenant. Parce que je suis en pleine réflexion aussi, tu vois, sur la suite, parce qu'on me propose des nouveaux projets qui m'attirent beaucoup. Et je suis en train de me dire, bon, qu'est-ce que tu privilégies ? Et c'est souvent au bout de 7 ans, en fait. Tu switches ou pas. Et voilà. Et tu sais, c'est le fameux cycle des 7 ans, mais comme partout, hein, dans les relations amoureuses, dans les relations professionnelles. Et ben, je pense que je suis, tu vois, à la croisée de ce cycle. Donc, on se reverra peut-être, tu vois, dans un an ou deux. Ouais. Alors, dernière question, rituel aussi dans ce format. Est-ce que tu as un snobisme ? Ah là là, oui, j'en ai. T'as pas l'air snob, hein, mais est-ce que t'as un petit truc qui t'agace, tu vois ? Alors, écoute, c'est un truc, oui, que les gens comprennent pas forcément, mais je pense que c'est aussi... c'est à cause de mon mari, en plus, je vais remettre ça sur son dos. Il y a un truc qu'on n'aime pas trop, c'est quand on va au restaurant, c'est les restaurants où t'as les tables qui sont trop collées les unes aux autres et te retrouver avec des voisins qui écoutent toute ta conversation. Et en fait, moi, ça me bloque. Eux n'ont rien à se dire. Oui, souvent, n'ont rien à se dire. Mon Dieu, ça me déprime. Et alors qu'en plus, moi, comme je te disais, je parle assez fort, je ris assez fort. Du coup, j'ai l'impression que tout le monde m'écoute. Et du coup, je suis capable de sortir du restaurant pour pas vivre cette soirée parce que je prendrais pas de plaisir. Ah ouais. Bon, ça va, c'est un gentil snobisme. Ouais. Et ben, merci beaucoup, Caroline, pour tout ce que tu partages avec nous. C'est vraiment un bonheur d'échanger et de t'écouter. Écoute, j'ai adoré échanger avec toi, Hortense. Merci encore. Merci beaucoup, Caroline. Au revoir. À bientôt. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette émission pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter, LinkedIn ou en story Instagram par exemple. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Hortense Déco ou via le compte Décodeur Podcast sur Instagram. Et si jamais vous écoutez sur iPhone via l'application Apple Podcast, vous pouvez aussi me laisser un commentaire, rubrique classement et avis, parce que plus j'ai de commentaires, plus Décodeur se démarque dans la jungle des podcasts, ce qui est très important pour moi, pour me faire connaître encore plus largement et faire découvrir le monde de la déco au plus grand nombre. Voilà, merci et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.